Nous sommes là dans le cadre d'une initiative de Practical Action qui s'appelle REAL, Renewable Energy for Agricultural Livelihoods en anglais, et Énergie durable, catalyseur de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest en français. Mais il est né d'un constat qu'en Afrique de l'Ouest, il y a 33 millions d'exploitants familiales qui cultivent les parcelles de moins de 2 hectares et que ces exploitants font face à la fracture énergétique. Comme vous le savez, le taux d'accès à l'électricité ou d'autres services énergétiques en milieu rural est beaucoup moins que dans les milieux urbains. Alors qu'il y a une opportunité parce qu'il y a une demande croissante pour les produits de l'agriculture et il y a une opportunité d'utiliser l'énergie comme un catalyseur pour augmenter les volumes et ajouter de la valeur aux produits agricoles. Et c'est dans ce cadre que Practical Action a vu la nécessité de travailler sur le domaine de Nexus agriculture-énergie pour voir comment l'énergie durable et l'efficacité énergétique peut être un catalyseur dans les chaînes de valeur agricoles en Afrique de l'Ouest. Donc, je vous remercie pour être venu aujourd'hui, pour avoir répondu à notre appel. À la base, on avait identifié 7 chaînes de valeur. Et des 7 chaînes de valeur, on ne pouvait pas les adresser tous. Il fallait commencer par une chaîne de valeur qui faisait sens. Donc, la chaîne de valeur horticole, elle est présente plus ou moins dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Elle présente beaucoup d'opportunités de valorisation énergétique. Et comme objectif pour nous, c'était vraiment de diagnostiquer en fait cette chaîne de valeur d'une perspective prise par les acteurs de la chaîne de valeur. Et donc, on a réuni dans la salle les organisations paysannes par segment de la chaîne de valeur, de la production, transformation, distribution, commercialisation. Quelle a été l'approche? D'abord, on a commencé par une première cartographie de la chaîne de valeur. Chaque acteur présent dans la salle, selon les produits qu'il distribue, se sont positionnés au niveau de chacun des segments, que ce soit de la production, de la transformation, de la distribution. Il y en avait qui se positionnaient dans plus d'un segment de la chaîne de valeur. Et au niveau de ces chaînes de valeur-là, on leur a demandé également, il a été demandé de lister les activités qui sous-tendent en fait cette chaîne de valeur. Toutes les activités qui peuvent, au niveau de chaque segment de la chaîne de valeur. Et pour chacune des activités, il y a eu également, même les services d'appui, eux, de manière vraiment transversale, ils ont essayé de se positionner pour essayer de représenter en fait quel type d'appui ils apportent au niveau de chacun des acteurs de la chaîne de valeur. Ensuite, on a suggéré qu'il y ait un lien avec des interactions qui peut avoir entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Ça peut être des interactions monétaires, ça peut être des interactions en termes de connaissances, des interactions en termes d'appui. Et puisqu'on a eu à sélectionner quelques-uns des acteurs qui interviennent, il était aussi recommandé d'insérer tous ceux qui ne sont pas présents mais qui pourraient influencer concrètement la dite chaîne de valeur. Après ce premier exercice, la deuxième étape était par les acteurs de retenir les activités qui étaient nécessiteuses en termes d'énergie, de toutes les activités qui ont été listées. Et donc, par segment, ils ont été regroupés avec des services d'appui qui étaient dispersés dans chacun des groupes. Par segment, les activités nécessiteuses, les technologies qui sont pratiquées actuellement et les technologies améliorées qui utiliseraient de l'énergie renouvelable, de l'énergie durable, ont été demandés de lister. Et les acteurs ont été également invités à indiquer le niveau d'adoption. Est-ce que le produit il est déjà suffisamment diffusé? Est-ce que les gens ils ont déjà une très bonne utilisation, ils ont une meilleure connaissance? Donc selon eux, jauger en fait le niveau d'adoption des différents produits.
Ensuite, il a été demandé d'identifier quels sont les leviers qui peuvent permettre une meilleure adoption des différentes solutions technologiques qu'ils ont identifiées. Quelles ont été les principales contraintes auxquelles ils ont fait face, mais également quelles sont les opportunités au niveau national et même sous-régional qui peuvent être mobilisées pour pouvoir briser cette barrière d'accès, ces différentes contraintes et blocages qui ont été identifiés. Et nous avons choisi de regrouper les différentes opportunités qui ont été identifiées en 3 sous-groupes. Un sous-groupe qui concerne tout ce qui est en termes d'assistance technique, formation, appui technique. Un autre sous-groupe sur les volets financiers et un autre sous-groupe sur les actions de sensibilisation, de plaidoyer, d'information. Donc, elles ont été recoupées et on a encore eu une séance d'échange et de travail sur ces différents sous-groupes-là pour essayer de préciser en fait qu'est-ce qui peut être retenu en termes d'activité. Par exemple, pour la formation et l'appui technique, il mentionne par exemple une formation en cascade qui doit impliquer non seulement les opérateurs, les diffuseurs de technologie, mais également des institutions de formation. Quand on prend la ligne de financement, il y a la mise à disposition, le développement de lignes de financement dédiées spécifiquement au financement des technologies d'énergie renouvelable et également s'appuyer par exemple sur des fonds entrepreneuriaux qui existent au niveau du Sénégal, des fonds Crédit Femmes, ou bien par exemple, comme ça se fait pour le cadre de l'Oignon, avoir des discussions de concertation autour du prix par exemple des différentes technologies. Il y a des modèles économiques qui sont testés, pourquoi ne pas les répliquer, comment faire pour les répliquer. Et ça c'est très intéressant parce que même dans l'appui technique, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils veulent s'inspirer de ce qui est déjà existant, ils veulent s'inspirer de ce qui est déjà testé, piloté et qui fait du succès, un peu comme le modèle économique qui est mis en place par AUM avec E3C. Et puis, il y a le troisième pan d'activité qui va autour de tout ce qui est comme activité de sensibilisation, plaidoyer. Et je crois que le mouvement du secteur de l'énergie est déjà dans cette dynamique-là, de pousser des problématiques qui peuvent permettre de débloquer l'accès et la diffusion des solutions technologiques, des solutions énergétiques au sein du secteur. Donc, prendre cette dynamique, par exemple, comme levier pour pouvoir lever tout ce qui est clarification autour des exonérations, de la qualité des produits qui sont mis à la disposition des utilisateurs, comment mobiliser une agence de contrôle de qualité, des normes techniques, avoir une meilleure compréhension de ces normes techniques-là. Et donc, là, on a commencé un travail d'identification des acteurs à impliquer et de leur rôle à jouer dans la chaîne de valeur. Ces différents tableaux, on a essayé de tirer l'essentiel des discussions des groupes. Pour le segment production, les différents groupes ont fait ressortir, avant de parler des technologies, il y a besoin de préciser certains préalables. Concernant l'irrigation, par exemple, les questions liées à la profondeur de la nappe ou de la disponibilité en eau, la qualité du sol, sont des questions importantes qu'il faut gérer pour être sûr que la technologie, une fois implémentée, pourra donner les résultats. En termes de technologie, ce qui est ressorti, c'est principalement le pompage solaire.
Mais les différents groupes ont précisé que cette technologie de pompage solaire doit être intégrée dans ce qui existe. Et il faut associer au pompage solaire toutes les facilités qui permettent de réduire la pénibilité des travaux qui sont dans les exploitations familiales. Certains ont même dit que ça va permettre aux jeunes agriculteurs d'être dans des situations plus commodes et de pouvoir être fixés dans les terres. Une autre technologie qui a été fixée, c'est l'utilisation du TIFA, qui est de la biomasse, qui peut produire de l'énergie et qui peut faire tourner des équipements. Dans le segment production également, il est ressorti des technologies de fabrication de compost qui utilisent des équipements, des technologies de récolte qui utilisent des équipements, et a un besoin de shifter toutes ces technologies, donc de sources d'énergie électrique à des sources d'énergie durables. En termes de, disons, d'environnement ou de contraintes, ce qui est ressorti, c'est principalement des questions liées au financement. Et ce que les discussions ont permis de définir en termes de, disons, de solutions, c'est que les organisations de producteurs peuvent être le canal d'accès aux petits producteurs qui ont de faibles capacités, ce qui va permettre de lever des financements plus importants. Il est important également d'avoir, disons, un mécanisme de financement qui permet aux banques, disons, de gérer le risque. Souvent, c'est les banques qui financent, mais les banques ne financent que lorsqu'elles sont sûres qu'il n'y a pas de risque. Donc, dans le mécanisme, il faut mettre en place un système ou un cadre qui permet de gérer le risque. Il faut également mettre en place des facilités de paiement, donc pour permettre aux petits producteurs d'accéder à ça. Mais les débats ont porté sur la mise de départ. Même s'il y a des facilités de paiement, il faut donner une mise de départ, et les débats considèrent que cette mise de départ est une grosse contrainte. Concernant les... Bon, je ne vais pas tout dire, mais concernant les services ou les services d'appui, la question de, disons, du renforcement de capacité, la gestion de l'information est ressortie. Et qu'il faudrait mettre en place des mécanismes de formation, de relèvement des compétences, des mécanismes de gestion des données et de flux d'informations pour gérer les questions, par exemple, liées à la crédibilité des équipements, à la qualité des équipements. Donc en termes de solutions, on a vu qu'en fait, donc, les questions d'éclairage, de ventilation, réfrigération, d'ensachage, d'étiquetage étaient déjà présents par différents acteurs, dont Najibi pour n'en citer qu'un seul. Et par exemple, on a vu aussi qu'il y avait des opportunités du coup qui ont été identifiées, notamment en matière de calibrage, en utilisant de l'électricité, enfin de l'énergie renouvelable pour faire ce calibrage qui souvent est actuellement fait de manière manuelle. On a identifié par contre des activités qui manquaient dans la liste des activités qui avaient été énoncées lors du premier atelier, dont notamment de réguler la température et l'humidité au sein des zones de stockage ou au sein des chambres froides. Du coup, de construire aussi des chambres froides qui sont essentielles à la conservation et au stockage, et aussi la partie de nettoyer les fruits et légumes qui est essentielle aussi et qui suppose du coup un pompage d'eau pour pouvoir les nettoyer. Ensuite, on a rappelé vraiment que ces solutions énergétiques devraient vraiment aider les agriculteurs à être plus rentables et plus compétitifs. Donc, il ne faut pas oublier ces deux aspects-là. Et donc, il y avait notamment les technologies, enfin, la façon de faire, enfin, l'approche avec le Pay as you go pour aider justement à l'acquisition de ces technologies. En termes d'application, il y a des solutions de séchoir solaire thermique qui peuvent également réguler la température. On a également des solutions, des plateformes également qui peuvent gagner à être répliquées. Les plateformes comme celles qui ont été mises en œuvre dans le cadre du programme NUT, les plateformes multifonctionnelles où on peut associer des activités de transformation agricole à une centrale énergie renouvelable. Et d'ailleurs, ça fait partie des grandes idées qui vont être promues par le ROGEP,
qui est un fonds sous-régional et qui va permettre de financer également des solutions énergétiques. Et donc, on a aussi noté quelques projets en phase pilote, notamment un projet de la GIZ où ils testent des moulins solaires en partenariat avec NIGB. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir également les business models, les modèles économiques qui vont être mis derrière et qui vont être expérimentés par le secteur privé, qui pourrait être mis en œuvre par le secteur privé. On note également des opérateurs de mini-réseaux qui sont également en phase pilote. Au niveau des services d'appui, il y a eu de gros débats autour des questions de financement, mais également au niveau de l'accès à l'information, la sensibilisation, l'accès à l'information pertinente. Mais aussi, il y a eu un point très intéressant dans le domaine de la commercialisation qui est l'accès au marché et qui est également primordial pour la chaîne de valeur. Donc pour les challenges au niveau du financement, on a des fournisseurs de services comme Locafrique par exemple qui offrent des systèmes de leasing où le fournisseur pourrait acquérir la technologie et également financer Locafrique peut financer le fournisseur et mettre à la disposition de l'utilisateur final la technologie qui est remboursée de manière échelonnée. Mais également en Agrofin qui a des fonds d'à peu près 20 millions de dollars, des fonds dédiés aux femmes qu'ils mettent à la disposition du secteur. Au niveau des informations, il est très primordial, il est très vite ressorti qu'il est primordial d'avoir des informations sur la disponibilité des produits, sur les opportunités de financement, sur les technologies agricoles. Il faut cette plateforme d'échange, il faut cette plateforme de circulation de l'information. Et donc du coup, il y a des initiatives comme par exemple Jokolante qui permet de casser l'information et de la contextualiser en fonction des régions dans les langues locales pour qu'elles soient directement accessibles et qui utilisent pas des applications mobiles ou bien Internet, mais directement diffusées en podcast au niveau des utilisateurs finaux, des agriculteurs finaux. Également, on a ENDA qui, concernant les accès au marché, il y a une plateforme qui est mise en ligne, Joko Marché, qui met en relation les différents acteurs du marché et qui est promu par ENDA. Ça, c'était très intéressant à savoir, surtout pour les aspects de distribution et de commercialisation. Cet atelier, c'est le deuxième atelier de concertation des acteurs de la chaîne de valeur horticole au Sénégal, élargi aux acteurs du secteur énergie et les services d'appui qui appuient l'horticulture et l'énergie. Donc l'objectif, c'est de voir ensemble les différentes opportunités à l'intégration des énergies durables dans les chaînes de valeur horticole, dans le but d'améliorer les conditions de vie des exploitations familiales et petits transformateurs au Sénégal. Cette initiative est une initiative à encourager et à accompagner. Voilà pourquoi l'ITA aujourd'hui s'engage auprès de Practical Action pour que effectivement ces bénéficiaires que sont principalement les transformateurs puissent avoir des solutions multiples de leur choix pour effectivement donc venir à bout de cette grande question de l'énergie ou de l'intégration de l'énergie dans le processus de la transformation. Nous sommes très honorés par la façon de faire de Practical Action, qui est d'abord de réunir les gens qui sont autour de la problématique énergie durable ou énergie renouvelable. Parce que quand même, c'était des gens qui étaient un peu chacun dans son coin, les demandeurs de solutions et les pourvoyeurs de solutions. Que Practical Action a eu l'ingénieuse idée quand même de les mettre ensemble et de pouvoir les susciter tous, chacun dans son domaine, de pouvoir sortir ce qui est au fond de lui-même, ce qu'il entend faire ou bien ce qu'il entend proposer comme solution. Je pense que c'est une démarche qui est assez innovante parce que les demandeurs eux-mêmes ne peuvent pas solutionner le problème. Les pourvoyeurs aussi, même s'ils détiennent la solution, dans leur coin, ils ne peuvent pas
faire grand-chose. Donc le fait de les mettre ensemble, c'est déjà une bonne chose.